bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia de la semaine du samedi 8 février 2020, la numéro 6. C'est directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn. Nos invités cette semaine, monsieur Marc Lapelle, Jean Deflore et Jean-François Poulain. Le retour, de notre Messie, peut-être bien. Et l'entité extraterrestre nous demande, en cette deuxième table ronde, parlez-moi de vous. Donc, nous allons dans cette émission parler de nos expériences insolites en particulier. Ne manquez pas de lire le complément Surprenant de Gilles Surprenant et la version MP3 fournie justement par Jean-François Poulain dans le forum Orandia. À la régie et à la mise en onde, Spirale. Il y a une suite à cette émission dans le club créé. Bonne écoute. All right, alors bonjour tout le monde, avec nos invités d'aujourd'hui pour la deuxième table ronde, comme vous l'avez vu dans le générique, dans l'annonce, hein, c'est table ronde numéro 2. Et tout ça est d'inspiration de deux gars. Et ils sont réunis aujourd'hui ici en studio, en personne. Et un troisième qui nous inspire toujours, mais lui il est par Skype. Alors je vous les présente à tour de rôle. On commence par Marc Lapelle. Bonjour Marc. Bonjour, bonjour. En forme? Oui, oui, absolument. Oui. Et la chaise de l'extraterrestre est là. Montre-nous donc ça, là. La chaise de l'extraterrestre. Oui, c'est ça, on la voit bien. Et du même coup, on a un clin d'œil sur notre ami Jean-François Poulain. Jean-François. Hey, un revenant de longue date. Qui se promène en béquille aujourd'hui. Ah, avec une canne. Une canne de vénérable. Oui, oui, voilà. Ah oui, il manque que la barbe. As-tu déjà essayé ça? Je suis le plus jeune entre les trois ici, puis celui qui se promène en béquille. J'ai la honte un peu. Là. Pas de barbe. J'ai peur d'arriver à ton âge, je me dis. Aujourd'hui, le jour de mon anniversaire, je peux pas parler. Hein? Et bonne fête, Richard, d'ailleurs. Ben, merci beaucoup. Hein? Ben, j'apprécie. C'est le fun quand même. On est à 2 jours de la diffusion. Hein? L'émission est diffusée toujours le samedi soir, de 20h à 21h. Et l'idée, c'est que on prend les gens quand ils sont disponibles, hein, puis ils ne sont pas toujours disponibles en pleine semaine. C'est le meilleur moment, quand ils sont libres. Et là, on avait besoin de Jean-François. Alors, il a eu son accident de ménisque. Et à partir de là, il est obligé d'être en repos pour combien de temps? 4 semaines. Donc, ça nous donnait 4 semaines pour recevoir Jean-François Poulain. Sans ça, on ne l'aurait jamais eu. Il est trop occupé de jour. Les soirs sont occupés. Les fins de semaine avec. La vie. Non, mais là, c'est pas de ma faute, hein, Jean-François. Mais je leur ai dit, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir Jean-François Poulain? Puis là, ils t'ont dit, il faut y péter un genou. Ben, on en a parlé avec Marc la semaine dernière. Tu sais, la semaine dernière, Marc, on disait, il faudrait bien qu'on ait Jean-François Poulain. Parce que, explique-nous, là, l'idée que Marc a eue sans le savoir. Ben oui. La chaise de l'extraterrestre. C'était en 2014, je pense, j'avais dit, je ne sais plus d'où c'était sorti cette idée-là, mais j'ai dit à Richard, il faudrait qu'on ait une chaise autour du feu, puis qu'on ne mette jamais personne dedans. Puis j'ai dit, ça va être la chaise de l'extraterrestre. Qu'un jour, il y a un extraterrestre qui va venir s'asseoir dedans, puis il va venir faire une petite entrevue. Comme le petit dessin que j'ai mis dans le forum cette semaine, que j'avais fait à l'époque, parce que quelqu'un avait fait une blague. On était autour du feu, mais dans ce temps-là, c'était en arrière de chez Richard, ici, au lieu du côté. Puis il n'y avait pas de caméra, rien. C'était vraiment les rencontres autour du feu. Puis il y a quelqu'un qui, à un moment donné, j'avais dû partir. Je disais, je vais manquer quelque chose. Puis quelqu'un a dit, ouais, effectivement, un extraterrestre va arriver tout à l'heure. Puis bon, regarde, bye Jean-François, là. Je sentais que j'allais manquer quelque chose. Fait que j'avais fait ce petit dessin-là après qui représentait un petit gris qui venait jaser puis qui disait, on va aller faire un tour de soucoupe après ça. Je vais vous révéler des choses. Puis après ça, on va aller faire un tour de soucoupe. Après que Jean-François va être parti. Après que Jean-François soit parti, voilà. Mais là, on va mettre les horloges à l'heure avant qu'on commence l'émission comme telle, là. On fait les présentations, mais Jean-François, il ne dit pas, là, mais tu as déjà été autour du feu de camp, témoin d'un passage d'un ovni ici, à Mont-Saint-Hilaire. Oui. Décris-nous l'histoire rapidement, parce que je ne veux pas me tromper. Là. Ben, j'avais vu, c'était une petite apparition super rapide, là, ça s'est passé. J'étais de ce côté-ci, je regardais vers le nord, par là-bas. Puis il y a une espèce de 3 boules de lumière enchâssées les unes dans les autres, qui ont passé doucement. Puis j'avais quelqu'un à ma droite qui n'est pas revenu après, je me rappelle plus c'était qui. Puis on s'était comparé par courriel après les notes de ce qu'on avait vu. Parce que sur le coup, j'ai donné un petit coup de coude, je dis, est-ce que tu vois ça? Il dit, oui, je vois la même chose. Puis on l'avait pas dit aux autres autour du feu. Tout le monde était encapuchonné parce qu'il y avait plu ce soir-là, puis ça tombait encore un petit peu. Ouais. Puis là, j'ai comme pas crié, hey, regardez là-bas, parce que tu nous avais dit à un moment donné, quand quelque chose de ce genre-là arrive, c'est pour vous. Faites pas, il y a peut-être des gens qui dorment dans la tente derrière vous, dites-le pas à tout le monde, c'est votre expérience à vous.
Moi, je l'avais pris pour ce que c'était. Une petite expérience pour moi. Puis pour le gars à côté de moi qui l'avait vu. L'important dans ça, c'est que ce que tu as vu, c'est pas un hélicoptère, c'est pas un avion de chasse, Non. c'est pas un Cessna. Non, pas un satellite artificiel. C'est vraiment un C'était objet gros. volant non identifié, Pour moi, ouais. non identifiable. Ouais. Et qu'on Chez identifierait Richard Glenn, à Mont-Saint-Hilaire. à Mont-Saint-Hilaire. Tu sais, ça fait beaucoup d'éléments. Ouais. Et là, je te demande si tu veux en parler, mais après, on s'était parlé un peu. Tu sais, tu m'en avais parlé, puis là, tu m'as dit, moi, je suis prêt, puis j'ai hâte de les rencontrer. Moi, je t'ai dit, tu veux vraiment, 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 vraiment? Bon, ben écoute, moi, j'ai un téléphone, puis ils me disent, oui, pas de problème, ça va arriver. Je t'ai dit, fais attention, ça va arriver peut-être plus vite que tu penses. Et dans la nuit qui a suivi, t'es tourné chez toi, et dans la nuit, Dans les jours suivants, ouais, quelque chose comme ça. proche. Ouais. Conte-nous. Je ne veux pas te mettre les mots dans la bouche, mais dis-nous ce que tu veux nous dire, jusqu'où tu veux aller. Ouais, ben, moi, c'était pas loin après. C'était 2009. C'était après la mort de mon père aussi. Je l'avais associé à ça, je sais pas pourquoi. Puis j'étais dans ma chambre, je dormais. Puis ça devait faire 2-3 heures que je m'étais couché. Puis je me suis réveillé avec une frayeur hallucinante. J'ai allumé toutes les lumières dans la maison. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui est là pour me tuer. Quelle heure était-il? Écoute, 2-3 heures après de m'être couché, j'imagine 2-3 heures du matin, là, les fameuses heures fatidiques des Et tu rencontres. vis à Montréal, en plein centre, pas en plein centre-ville, mais en plein dans Hochelaga. Il y a plein Oui, de dans maisons Schlager, tout autour, les blocs appartements, il y en a une partout. dense section de Montréal. Dense, oui. Puis c'est ça, je me suis réveillé avec l'impression que dans la chambre à côté, moi j'ai une espèce de porte verrière, puis à côté il y a mon bureau. Je me suis dit, en plein milieu là, il y avait une présence, quelque chose qui m'a donné l'impression que j'allais mourir, que c'était une menace à ma vie. Je me suis réveillé, j'ai allumé toutes les lumières. J'ai jamais rallumé les lumières de la nuit. Je me rappelle pas m'être endormi non plus. Mais j'ai eu la chienne de ma vie. Avais-tu entendu des bruits? Rien. Ou... Rien, juste, j'ai su qu'il y avait une présence, c'est tout. Bon. OK, Marc, te souviens-tu quand on parlait de l'extraterrestre dans la chaise, qu'est-ce que je te disais? Il y aura une Présent. C'est ça. Ouais. Et là, attention à ce que je vais dire, je veux pas que tu te sentes blessé par ça, ni personne, c'est un message. Ouais. On reçoit souvent, parce qu'on interprète souvent, à notre fort intérieur. T'es-tu sûr, toi, que tu as affaire à des extraterrestres que tu penses qu'ils sont bons ou qu'ils sont menaçants? Aucune idée. J'ai eu une autre expérience Parce que quelques tu années plus comprends tard ce que du je même veux dire. style, mais pour répondre à ta question du menaçant, pas menaçant, Ben oui, toi, tu l'interprètes comme Ben menaçant, oui, je mais sais. peut-être qu'il l'était pas du tout. absolument pas. C'est l'étrange, Je sais, le alien. je sais. Et depuis, si ça revenait à l'expérience, Je ne alors, réponds tu allumeras pas. encore toutes les lumières, tu aucune te idée. dirais, je vais passer par-dessus ma frayeur. Ou ma... Aucune. Mais il faut suivre ton cœur. Hein, ça, on le dit Mais tout c'est le ça. temps. J'ai eu une autre expérience, mais ça peut tout à fait tenir du rêve, où j'ai eu une espèce de paralysie du sommeil. J'étais couché sur le dos, mais j'ai clairement senti que mes bras étaient bloqués par 4 petits êtres, bras et jambes. Puis là, j'ai ouvert les yeux, ou j'ai eu l'impression d'ouvrir les yeux, puis derrière, au bout de mon lit, il y avait une créature avec des grands yeux, mais pas malveillante, pas tant que ça. Mais moi, je me suis dit, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Puis je me suis réveillé comme une machine, puis là, mes genoux sont plus ce qu'ils étaient quand je me réveille. Mes genoux, ils décrochent si je me réveille trop vite. Je me suis levé, puis je me suis rappelé du terme que j'ai donné à ce coup-là, c'était une patte d'ours, là. J'ai passé dans le vide, puis j'ai dit, t'as pas le droit. Pas le droit d'être là, vous n'avez pas le droit de faire ça. Tu savais que bien souvent, des abductés là, qui Ouais. sont enlevés par ces êtres-là, c'est une des phrases qui revient très, très souvent. Ouais. Ils leur disent, t'as pas le droit. Vous n'avez pas le droit de me faire ça. Vous Me avez pas le droit. tenir la nuit, Oui. me tenir les bras et les jambes. Et il y en a plusieurs qui se sont fait dire par des êtres qui s'approchent du visage de l'abducté, bien proche. On a tous les droits. Hmm. T'as pas eu de réponse comme ça. Non. Tu as été tellement prompt qu'ils n'ont pas eu le temps de te dire Non. ça en pleine face. Ouais. On a tous les droits. Ouais. Mais qu'est-ce qui dit qu'ils sont malveillants? Ils peuvent être même bienveillants à ton égard. Peut-être. Et c'est comme un médecin qui découvre que tu as un abcès dans la bouche ou tu as une carie dentaire. Je serais peut-être mort. Il va t'arracher la dent. Mhm. Puis là, tu Ils m'ont vas lui peut-être guéri. dire hey, c'est à moi, là, t'as pas le droit. C'est comme les petits là, qui sont la première fois à l'âge de 3 ou 4 ans sur une chaise de barbier, puis se font couper des cheveux. Il y en a qui pleurent, qui crient c'est mes cheveux, t'as pas d'affaires, t'as pas le droit. Mhm. Ah ouais. Comment t'aimes Absolument. ça, toi, Marc, là, ce qu'on vient de se dire? T'aimes-tu ça, Marc? T'as-tu neutre. vécu des choses du même ordre? Je suis neutre. Hey, on passe à la question. The Non, mais question. on réchauffe, on se réchauffe avant de recevoir la présence.
Mais il y a des choses. Oui, j'ai vu des fois des choses qui ressemblaient à la Lune. À un moment donné, j'en parlais à Richard. Il dit, bon, c'est un œuf, on connaît ça en ufologie, etc. OK, mais c'est-tu un lampadaire? C'est-tu la Lune que j'ai vue? Il faut que je sois honnête. Je pense, Mais j'ai pas fait j'ai pas été enlevé, que je me souvienne. Non, j'ai pas fait de tour de secours Ontario. Mais c'est comme Richard qui en parlait à un moment donné, je sais pas si c'était sur les zones ou ici dans des confidences jardins, que tu avais amené du monde sur la montagne, qu'il y avait une porte qui s'était ouverte, une soucoupe qui était atterrie, une porte qui s'était ouverte, puis il y a quelqu'un qui a paniqué dans le groupe, la porte s'est fermée, puis ils sont partis. Puis tu les as forcés à s'en parler, sinon ils allaient l'oublier. La conscience de ce qui était arrivé là allait disparaître comme un rêve. Pourtant, il l'avait vécu. Mais le choc, j'ai vécu des accidents, les gens qui ont eu des accidents proches de moi, puis après ça, tu essaies de t'en rappeler, puis tu dis, ouais, ça a-tu vraiment existé dans ma vie, ça? C'est comme ton affaire d'opération qui s'est passée il y a 24 heures. Ben, ça, on va en parler dans 2 secondes. Je reviens sur l'idée de l'œuf dont tu viens de parler. Je le montre devant la caméra de Jean-François. Ben, tiens, le don. Tiens, le don, l'œuf. On le voit, l'œuf. Là. Bon, alors, tu as remarqué, j'ai mis la plus petite pointe vers le bas au lieu de la grosse pointe. Hein? C'est comme ça qu'il descend. C'est souvent... on a la tendance à la tenir comme ça. Alors que c'est de l'autre bord. Et deuxième chose, les ufologues gardent souvent des informations entre nous pour éviter que ça fasse, comme on pourrait dire, de la pollution. On se donnerait de l'information que tout le monde aurait. Fait qu'à partir de là... Là, évidemment, j'ai des téléphones parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui, mais on n'a pas le temps de répondre maintenant. Et ça atterrit avec un trépied. Tu sais, il y a 3 pattes en dessous qui descendent et qui s'atterrissent. Et les gens auront tendance à penser que le trépied est un triangle, les 3 pattes, un triangle parfait, un triangle équilatéral. Pas du tout. Pas du tout. Et ça a été un des secrets qui était gardé longtemps chez les ufologues, en se disant, quand quelqu'un nous parle d'un trépied, les traces, on va voir les traces, puis qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est pas égal, c'est croche. Les pattes sont pas équilatérales. Pourquoi? Et les scientifiques ont analysé l'importance de ça, qui est vraiment valable, plus que s'il était équilatéral. Alors là, il y a toute une science de ça, de la géométrie, puis des forces, puis de tout ça. Et le rapport avec la conscience étant? Non, c'est pas avec la conscience, c'est avec les témoignages. Okay. Tu sais, là, on présente dans le cadre du club créé un témoignage extraordinaire d'une dame pour le mois de février, donc dans la salle 2020-02, mois de février. Et le témoignage de cette dame-là, je l'ai mis intégral à partir d'une émission de radio faite à Québec, à Lévis, avec Carole Lauzé. Et mes caméras étaient là, Gilles était là, puis il y avait Bruno qui était là, et on a filmé toute l'émission de radio, mais avec des images qu'on a de son témoignage. Et l'observation de l'OVNI qu'elle a faite, le dessin qu'elle a fait de cet OVNI-là, à peu près personne ne le ferait de cette manière-là en disant « ça tient pas debout ». C'est pas crédible. Parce que c'est pas crédible, pour les ufologues, c'est encore plus crédible. Mais en 2020, on a-t-il encore besoin de se poser ces questions-là? Entre nous, là? Jean-François, là, j'ai fait ma conférence à Québec, là. C'est exactement, je dis, c'est fini, le temps des ufologues est fini. Pour ceux qui veulent faire de l'archéologie ufologique, continuez à consulter le document ufologique. Les ufologues, c'est des archéologues de l'ufologie. On est passé à une autre étape. Là. 2020, là, il y a beaucoup de choses qui changent. Parce que ceux qui savent, puis ceux qui ne veulent pas le savoir, tu ne vas pas les convaincre. Hein. Ils sont trop occupés à leur petite vie, à leurs petites affaires, puis ça ne va pas influencer la façon de vivre. Là. Marc te lançait la perche, puis je relève la balle au bon. Oui. C'est ton expérience de... Tu arrives de l'hôpital. Hier matin, tu étais à l'hôpital parce que tu as eu quoi exactement? J'ai eu une chirurgie. Tu veux l'œuf? Oui. Ils m'ont remplacé l'antérieur croisé. Là, ils prennent un petit muscle sur le côté, ils le remplacent. C'est une anesthésie générale. Puis pendant l'anesthésie, je suis sur la table d'opération. Là, puis je demande à la madame, elle m'explique mes choix. J'ai dit, anesthésie générale, on y va. Puis dernière chose que je me rappelle, moi, c'est, je dis à la madame, c'est elle que j'ai vue pour moi. C'est elle que j'ai vue la dernière fois. Puis je lui dis, ça commence à être flou. Je ne me rappelle plus de rien après. 3 heures plus tard, arrive le médecin, puis elle me dit, M. Poulain, votre chirurgie s'est bien passée. Je suis content de vous avoir parlé aussi au début. Vous m'avez dit que vous avez des assurances. Pardon? Non. C'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui. Ah non. Vous m'avez parlé pendant 5 minutes. Vous m'avez tout réexpliqué vos affaires. Je ne m'en rappelle pas du tout. Complètement. Et ça te fait tellement une réalisation sur ce qu'est la conscience. J'étais lucide, apparemment, parce que j'ai raconté des choses qui faisaient du sens.
C'était vrai. La médecin était là, puis elle m'a bien raconté des choses que je savais. Elle aurait pu te filmer, Ah, elle a pu- enregistrer tout ça, puis après ça, tu aurais dit, voyez-vous, vous l'avez dit. Oui, C'est un peu oui, comme oui. un sérum de vérité, ça. Mais oui. Oui, oui. On te Ça fait aurait dire été des choses que trucs- tu ne te souviendras c'est- pas, mais tu as dit la Exactement. vérité. Et quand je me suis réveillé la même chose en salle de réanimation, je reprends conscience. Je dis pas que je me réveille parce que c'est le moment que je me rappelle depuis ce temps-là. Puis le monsieur qui me dit, bon, est-ce que ça va mieux, la douleur, tout ça? Je dis, oui, oui. Puis il me dit, quel niveau? Je dis 5. Ah, il dit, c'est un petit peu pire que tout à l'heure. Tout à l'heure, vous m'avez dit 4. Tout à l'heure, ah oui, ça fait un petit bout de temps que vous êtes réveillé. Ouais. Oh. Fait que la conscience, c'est pas le moment où tu es réveillé, apparemment. C'est le moment où Regarde, tu t'en rappelles. il a fait la référence au Pantotal, le sérum de vérité. Mm. OK? Ouais. En anesthésie, ça peut arriver très souvent. Ah, j'en doute pas. Il y a une méthode d'ecclésianesthésie. Je ne dis pas que c'est ça, là. Ouais. OK? Non, mais je doute pas que c'est arrivé. On va appeler ça, je vais appeler ça ce que je vais dire, une hypothèse plausible. Mm. Donc, ça me laisse toutes les portes ouvertes, là. Mm. Mais en anesthésie, ça arrive souvent parce qu'il n'y a pas un humain qui est pareil comme l'autre, il n'y a pas un humain qui a la même sensibilité. Absolument. Fait qu'il calcule au poids la plupart du temps, puis bon. Et normalement, ils vont te faire une espèce de décompte. Pour Oui, que- oui. pour- Vous me l'avez fait pour la pouvoir première mul- fois. Bon, Hier, j'ai dû ils te font j'ai faire dû un partir décompte. avant, ouais. La plupart du temps, tu pars à 2 puis 3 quand tu comptes jusqu'à 10, t'es plus là. Bon. Et tu passes par une période où tes ondes cérébral. cérébrales vont aller probablement dans une période. Mhm. Fait que, probablement, c'est une C'est hypothèse quelque chose comme ça. que Ça. pendant cette affaire-là, ils n'ont même pas eu le temps de te faire le décompte. Ils voyaient Oui, que tu partais encore, mais tu avais encore J'étais un lucide, contact, ouais. tu répondais. Et si tu t'en étais souvenu, ça aurait été un peu comme un rêve, Ouais. mais conscient. Puis comme je te disais ça tout va, à je ne l'heure, dis pas que c'est ça. des là. fois, je me réveille la nuit, je me dis, il va m'arriver un truc comme Whitley Strieber, il va y avoir des petits doigts qui vont arriver sur le bord de la porte de la salle de bain, puis hop, après, je me rappellerai plus de rien. Mais qu'est-ce qui fait que je me rappelle plus de rien? À quel moment je ne suis plus moi? Parce que je m'en rappelle plus dans Non. le futur. Puis si je suis en train de me poser cette question-là dans la nuit, là, puis de me dire, ça va peut-être arriver, puis ça arrive pas, parce que je m'en rappelle le lendemain, il y a un moment où il y a ces épisodes-là qui n'existent plus. Un là, expert en hypnose pourrait peut-être avoir des réponses sur la conscience, oui. possibles. Mhm. Mais au bout de la ligne, là, c'est pas si important que ça. Pourquoi? Ben pourquoi d'abord c'est important? Non, pourquoi c'est... Genre, pourquoi c'est pas important? Pourquoi? Ouais, ben, Conscience, Jean, inconscience. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est pas plus, dans ma tête à moi, je m'excuse, c'est pas un manque de respect. Non, ben c'est non. pas plus important que quand l'épaule me pique, je me gratte. C'est Oui, c'est dans l'absolu, absolument. Mais on est qui on est ce qu'on est. On est une créature consciente dans le moment présent. Quand on ne l'est plus ou quand on se rappelle pas de ce petit morceau-là, est-ce que c'était aussi nous? Est-ce qu'on peut le compter comme nous puisqu'il fait plus partie de notre timeline, notre Quand ligne tu parles du de temps? conscience, tu parles de conscience vis-à-vis tes sens, Ouais. tes inputs. On se comprend? Non, de la mémoire. Parce que je n'avais probablement du input à ce moment-là, OK. mais j'en ai plus eu conscience après, la mémoire. Tu de la mémoire. n'as pas accès à ta mémoire. Il y a ça, vrai. Juste ça. Ça prend juste une switch ça, pour fermer ça. Mm. Allez, écoutez, on va donner un peu la parole à notre ami Jean, puis je le relance un peu dans le même sens que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Jean, bonjour, bienvenue à notre rencontre Vidéorandia numéro 6. T'es patient, heureusement. Salut à tout le monde. Un nouveau décor, t'es-tu en Islande ou quelque chose? C'est comme brumeux un peu chez vous, là. Ah non, je me suis trouvé une nouvelle technologie pour cacher mon désordre. Fait qu'en arrière de moi, vous voyez pas le désordre, tout est flou. C'est pratique. OK, bonne idée. J'occulte. Il y en a qui se font occulter des mémoires. Moi, j'occulte mon fond d'écran. Ton désordre. Ouais, t'as bien réussi, en tout cas. Écoute, je te remercie de nous avoir accueillis, moi puis Gilles, à Québec, la fin de semaine dernière, là, où il y a eu le congrès de Yann Vadnais, le souper ufologique, et auquel tu as même participé toi-même à ton corps défendant. Je t'ai dit, viens-tu, t'es venu. Finalement, ils t'ont passé le micro à un moment donné. Ça a été bien apprécié de tout le monde. Ça m'a fait plaisir que vous veniez passer un petit moment à la maison. Ça nous a permis de partager davantage des choses qu'on fait pas nécessairement au téléphone. Ça m'a permis de connaître Gilles, qui fait les compléments surprenants En personne. et qui, malgré toutes les années où je t'ai côtoyé, Richard, j'ai souvent croisé Gilles, mais sans jamais avoir le temps de lui parler. Oui. Et j'ai bien aimé avoir cette opportunité-là parce qu'on le sait, il fait beaucoup de recherches. Donc Gilles, même s'il est très discret, il a beaucoup de choses à raconter.
Alors, c'était très, très intéressant. Et puis, oui, Yann Vadnet avec le Garpan ont organisé un souper ufologique qui était très intéressant, où il y avait une variété d'invités qui était très vaste. Alors, il y en avait comme pour tous les goûts. Et puis, comme tu as mentionné, Richard, moi je suis de ton opinion parce que le thème de la soirée, bien que la plupart des invités l'ont comme évité, le thème de la soirée, c'était l'ufologie dans les années 2020. Qu'est-ce qu'on peut anticiper? Eh bien, moi, je partage ton opinion, c'est que ce que j'ai mentionné là-bas, et puis merci à Yann de m'avoir laissé parler. Alors, moi, j'ai dit, c'est le début de la fin de l'ufologie. Et puis, je voulais pas blesser personne là-bas, surtout les ufologues qui étaient réunis. Je sais qu'il y en a qui l'ont mal pris. Ah oui? Mais c'est qu'on sent, le début de la fin, c'est que moi, j'y vois comme une scission. C'est l'ufologie traditionnelle, ça va être appelé à disparaître, mais plutôt se transformer. Un peu comme Steve Zuniga, qui est le co-animateur de l'émission Zone Libre, a mentionné durant ce souper-là. Zone parallèle, Jean. Zone parallèle, merci. Zone parallèle. Ils sont libres quand même, là, ça n'enlève pas leur liberté. Alors, sur les ondes de la radio de Lévis à Québec. Oui. Et puis, émission à laquelle tu as participé, qui est à quelle fréquence? Parce qu'on peut le retrouver sur la même chose sur l'Internet, 96.9 de midi à 2h tous les samedis. En direct. C'est JMD. On voit le poster, là. Bon, parfait. Alors maintenant qu'on a tout dit et qu'elle est disponible sur l'Internet, donc quiconque veut la réécouter peuvent l'entendre sur leur site web. Alors moi, ce que j'ai mentionné au souper, donc c'est la fin de l'ufologie comme on la connaît. Pourquoi? D'un côté, on assiste à la confirmation et non pas à la divulgation. On en a parlé dans des vidéos Randia précédentes, donc je ne répéterai pas les mêmes choses. Puis de l'autre côté, je regardais des gens qui étaient présents dans la salle, puis quelqu'un a posé la question, et je pense que c'est Carole, l'animatrice de l'émission de radio, elle a demandé qui a déjà vu un phénomène et qui en a déjà, qui l'a déjà expérimenté plus à fond. Là, je paraphrase ces questions. Et là, on a vu les mains de, je dirais, 85-90% des gens se lever. Sur 50 personnes, il y en avait à peu près 35-40 qui ont levé la main, oui. Ah oui, puis moi je dirais plus que ça, Richard. De mon point de vue, moi j'ai presque compté tout le parce que monde j'ai a levé filmé, la là, main. j'ai compté toutes les têtes qu'il y avait, là, il y avait 54 personnes. Ça vous surprend, dans une salle comme ça, quand même? Ça aurait Oui. pu être 5, ça aurait été bon, là? Et c'est là que j'arrive, c'est que on voit que les gens qui s'intéressent au phénomène aujourd'hui, c'est très différent d'autrefois. Aujourd'hui, les gens se sentent plus concernés, plus ciblés. Et moi, je pense que l'ufologie traditionnelle doit être remplacée pour les branchés, les contactés, les intuitifs, en tout cas, comment vous voulez les appeler, doit changer son focus pour devenir plus des groupes à l'image des fraternités, où les gens se rencontrent parce qu'ils ont vécu quelque chose et ressentent le besoin de se regrouper avec d'autres personnes qui ont vécu un phénomène qui, pour l'ensemble de la société, n'est pas nécessairement partagé ouvertement. Donc, tu dis, Jean, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut arrêter d'essayer de convaincre ceux qui croient pas ou veulent pas croire. C'est ça. Et ce souper-là, c'était tous des gens concernés. Donc, moi, j'ai apprécié les conférenciers qui sont venus parler, qui ont parlé de rapports, de photographies, tout ça. C'était tout bien monté. Entre autres, Yann Vadnet, en introduction, il a fait une présentation excellente de l'état de la situation des derniers mois, qu'est-ce qui se passait présentement, tout ça. Mais quand j'observe le public qui était dans la salle par rapport aux présentations, pour moi, il y a comme une dichotomie. Les gens sont là, sont tous des expérienceurs. Donc, ils vont là pour aller chercher plus que des observations. Ils veulent savoir qu'est-ce que ça veut dire dans leur vie. Et puis, donc, le besoin d'échanger avec des gens qui ont le même vécu que eux pour leur apporter un éclairage différent de combien ça mesure, à quelle distance. Dans l'émission de radio, vous entendrez Richard demander par rapport à
à la Lune, quelle grosseur ça avait? Est-ce que ça couvrait votre main? Richard pose cette question-là à la dame. Alors que les expérienceurs, pour eux, c'est plus important ces questions-là, comme tu le disais si bien, Jean-François. Ils ont vécu quelque chose. L'expérienceur, il peut avoir vécu dans le monde physique, il peut avoir vécu, par exemple, dans le monde invisible, dans le monde du sommeil. Il y a différentes façons de vivre une expérience et d'être branché à ce phénomène dit paranormal. Alors, et toi et moi, Jean, on l'est. J'en ai dit assez, je vous laisse réagir. Et toi et moi, Jean, on est d'une génération qui avons grandi avec un monsieur sur le câble qui nous parlait de ça toutes les semaines. Ça forme une jeunesse. Le moustachu, là. Le moustachu, oui. On a grandi avec ça. On a grandi avec le programme spatial américain. Ils ont marché sur la Lune. Ils ont envoyé des avions dans l'espace. Aujourd'hui, on a un Space Force. Donc, on avait un Star Trek qui était optimiste, qui donnait un air d'aller à l'humanité. Là, c'est tout changé, tout ça. Mais on a vécu, nous, pour nous, ce qui venait de l'espace, c'était quelque chose de positif, sans parler de E.T., rencontre du troisième type. Ouais. On a vécu on a toute une relation avec l'espace qui est drôlement différente de celle de ceux qui ont grandi dans les années 40 et 50. Clairement. Et ceux qui grandissent aujourd'hui, on est revenu à l'époque des Space Invaders. Nous, notre génération, ceux qui sont nés dans la fin des années 60, début des années 70 et qui ont grandi dans les années 80, on a une perspective totalement différente de ce phénomène-là. Tu as clairement une vague, j'ai l'impression, en ce moment, qui, comme tu disais, la science-fiction, même Star Trek est devenu noir, les uniformes sont littéralement des uniformes nazis. Quand tu les regardes, c'est gris avec les petits chapeaux qu'ils avaient dans le Deuxième Reich. C'est assez spécial. Puis quand tu vois même les contactés ou les gens qui s'intéressent au phénomène, tu as vraiment une vague aussi, des Tom DeLonge et autres qui disent ils sont pas là vraiment pour notre bien, puis la CIA est là pour nous protéger. Comme la série V. V pour la série V aussi. visiteurs. Mais là, c'est dans les comment dire, les espèces de prophètes. Ouais. Comment on appelle ça, des propagateurs de certaines choses. Tom DeLonge avec... Pas nécessairement décontactés. Hein. Pas nécessairement décontactés dans son cas, je ne crois pas, non. Whitley Strieber, tu as suivi quand même beaucoup. Oui. Je le classerais, on en a parlé un peu tout à l'heure, dans les ufologues un peu frustrés, là, déçus, amers, de ne pas avoir été crus pendant tellement d'années, puis qui n'a jamais passé à un niveau de se dire que ce que Jean vient de dire, il y a autre chose, puis je vais m'adresser à ceux, de toute façon, qui le suivent déjà, parce qu'ils le sont, ou parce qu'ils le croient, ou parce qu'ils ont grandi avec lui. Mais lui, il est extrêmement amer de toute cette époque-là. Il l'a dit plusieurs fois dernièrement. Il est amer de ne pas avoir été cru, il s'est fait rire de lui. Là. Nikola Tesla est mort amer un peu, hein, parce qu'il a été ridiculisé, ruiné, etc. Nikola Tesla, un scientifique, là, on ne parle pas de soucoupe volante, puis de bébelles dans les airs, là, qu'on rêve, puis qu'on imagine, puis que peut-être c'est vrai, puis on ne sait pas. Comme toi, tu as vécu des choses là, dans ton opération où tu n'es pas sûr, tu ne peux plus prouver que il y a le médecin qui va venir confirmer que oui, tu m'as parlé, puis tu t'en souviens pas, mais tu m'as donné des réponses très précises. Et tu t'en souviens pas. Imagine. Ouais. Et Richard, c'est pour ça que je crois qu'il est important de passer à une autre vitesse, un autre niveau, en pensant plus de créer des fraternités de contactés ou de branchés, ou de peu importe ce que ce sera, d'arrêter de faire des rencontres où on mesure les traces puis tout ça, puis plutôt donner la parole à ces gens-là. Puis moi, la question que j'ai soulevée lors de cette rencontre-là à Québec, c'est qu'est-ce que ça vous a donné de ce contact-là, puis qu'est-ce que vous en faites? Exact. Et je pense que c'est ça qui est la question la plus importante. Comment ça change votre quotidien? Est-ce que ça vous rend anxieux ou ça vous donne des ailes? Est-ce que ça vous a permis de vous émanciper ou ça vous a accablé? Et les gens qui transforment cette expérience-là de façon positive ont certainement de quoi partager avec ceux qui en ont souffert. Écoute, Jean, ça me fait penser un peu au groupe des AA, anonymes. Ils se rencontrent parce qu'ils ont tous vécu, ils ont tous passé par là, ils ont peut-être atteint le fond du baril, puis à un moment donné, ils ont décidé qu'ils lâchaient l'alcool, puis là, on va s'entretenir, on va un jour à la fois, comme ils disent. Et c'est peut-être ça que ça prend pour les, je pense que c'est les différent contacter. quand même. Là. Oui, explique-moi de quelle façon c'est différent. Je pense qu'il y a un côté de quelqu'un qui a vécu quelque chose qui est différent. J'en suis pas un, là, mais
Je pense, mais j'élargirais quand même la définition de gens. Je pense pas que ce soit seulement des contactés parce que toi et moi, Jean, on est là. On est peut-être ceux dont l'esprit a été ouvert par des années de médias positifs à ce genre de choses-là. On y est. S'il y a un club, on y est, on est là, on est dedans. Là. On est dedans déjà. Oui. Ceux qui sont abonnés à la télévision, puis par les chaînes comme Canal D ou Canal Explora ou tout ça, il y a plein d'émissions traduites, souvent de l'anglais, qui nous amènent la présence des extraterrestres, puis nos ancêtres, les extraterrestres, etc. On manque des gens pas qui de suivent ça. confirmation et d'explication pour dire on n'a plus à convaincre qui que ce soit. Non. Il y a ceux qui savent, puis il y a ceux qui savent pas, puis qui veulent rien savoir. Fait que oui. Tu as des Richard Dolan qui en parlent encore beaucoup de tout ce qui est. Bon, lui, c'est un historien, donc il parle beaucoup de l'historique, de tout ça, mais c'est. Moi, j'en reviens pas de Richard Dolan quand je l'ai rencontré, tout simplement en lui disant vous riez de Adamski, parce que j'avais demandé que pensez-vous de l'histoire d'Adamski. Là, il a reculé dans son fauteuil avec le grand sourire, puis vous savez bien que ça tient pas debout, ces affaires, puis tout ça. J'ai dit, c'est curieux que ces ovnis sont très semblables aux Hannibal des Allemands de la Deuxième Guerre mondiale qui avaient développé Top Secret et dont les dossiers sont apparus avec les photos pour les premières fois dans les années 80. Et Georges Adamski avait fait des photos qui ont été... Ces ovnis-là avaient été vus ailleurs, en Italie, en Chine, un peu partout. Les mêmes modèles. Mais pourquoi est-ce que Dolan, qui est une sommité à qui on donne beaucoup de crédit, porte la dérision sur quelque chose de fondamental? Quand un gars s'en va en ovni, autour de la Terre, puis qui dit « J'ai vu des lucioles par le hublot de la soucoupe volante ». Au début des années 60, John Glenn s'en va dans Friendship 7, en petite capsule de rien, par son hublot, il aperçoit des fireflies, des lucioles, par le hublot, comme Adamski l'avait décrit au début des années 50. Alors, mais j'ai l'impression qu'il y a une défaveur qui est tombée sur tout ce qui est extraterrestre bon. On n'en voit plus. Valiantor a aussi tombé en défaveur. Si l'histoire était vraie, on n'en parle plus ou on n'en tient plus en compte. Quand des Richard Dolan et autres des États-Unis ou de ce genre de médias-là, on n'en parle plus. On ne parle plus d'Adamski. Ce qui existe, c'est des gris. Alors, Jean, j'allais dire te priver de nous raconter un petit peu une anecdote qu'on a vécue à Québec en fin de semaine dernière avec mon monsieur qui m'indique comment se rendre à Mont-Saint-Hilaire en soucoupe volante, de faire attention de ne pas descendre dans les arbres, de ne pas casser l'arbre. Puis qui s'en va me dire tout simplement ouais, mais à ce temps-ci de l'année, vous descendez sur le lac, qui dit vous n'accrocherez pas d'arbre, puis vous allez avoir aucun problème. Qui a dit ça? Un vieux monsieur de 80, je ne sais pas si dimanche j'étais allé au même restaurant, il est là tous les dimanches matins, j'ai donné un peu sa description, monsieur, comme par hasard, Jean et Gilles qui avaient déjeuné avec moi au fameux restaurant à Québec, au Tutti Frutti, les deux sont partis. Moi, je pensais qu'ils étaient rendus aux toilettes. J'attendais qu'ils sortent, puis là, j'avais hâte de leur montrer le monsieur avec qui je parlais pendant que je m'habillais. Puis finalement, non, ils m'attendaient, eux autres, dans le centre d'achat. Puis moi, je suis sorti par en avant, alors que la porte était barrée, mais assez débarrée pour mes besoins. Je suis sorti, j'ai été dans le stationnement, ils n'étaient pas là. Fait que je suis parti, j'étais à la maison de Jean, me disant, ils sont peut-être allés à pied. Ben non, eux autres, ils m'attendaient. Fait que finalement, ils sont arrivés à pied, mais pas mal plus tard. Mais j'ai eu une occasion de rencontrer ce vieux monsieur qui n'a pas ri de ça du tout. Moi, j'ai dit, moi, je m'en vais en soucoupe volante. Ben, il dit, vous allez suivre le fleuve, vous allez arriver direct à Montréal. Ben, j'ai dit, je m'en vais pas à Montréal, j'arrête au Mont-Saint-Hilaire. C'est là qu'il me dit, faites attention de ne pas briser des arbres en descendant. Tiens, c'est qui cet énergumène? Un autre qui t'a écouté à la télé. 84 un autre ans. énergumène. Non, et j'ai donné mon nom, puis ça fait pas de l'air plus que ça. Oui, mais non, mais c'est spécial. Alors là, tu tombes. Vous me dites quelque chose, mais je suivais un gars avec une grosse moustache dans le temps. Pas le même. Ben là, 84 ans aujourd'hui, lui qui m'a dit qu'il y avait. Ça m'a fait du bien, vraiment. On arrive à une époque où les contactés vont se reconnaître, où des gens qui savent. Ceux qui ne savent pas parce qu'ils ne veulent rien savoir, n'essayent pas de passer le samedi matin, toc, 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 réveillez-vous, là. Ils ne se réveilleront jamais. Non. À moins qu'il leur arrive en pleine face un événement. Et là, Marc, tu me vois-tu venir? Là, on a un protocole qu'on a établi. On n'était pas déjà dedans? C'est-à-dire que lampion qui est là... Comme on le passe à Jean, à Québec. Je l'allume, et c'est le moment où on invoque la présence avec nous. On n'invoque pas, c'est là. Alors, on voit que c'est un lampion qui va s'éteindre. Non, il va s'éteindre? Ben oui, il va s'éteindre. Oui! S'il s'éteint, il n'y aura pas d'extraterrestre, on est mal parti. Attention.
Et la lumière est à peine là. Et de quel type d'extraterrestre? Attends un peu, je vais tourner la caméra dessus. Je pense que Geneviève peut nous le montrer. Là. La petite flamme est en train de reprendre du poil de la bête lentement. Genre, qu'est-ce que tu en penses, toi? De quel extraterrestre on va avoir? Quel type d'extraterrestre on va avoir dans la chaise? Non, je ne vois pas parce Tu qu'il y vois a pas la de flamme. lumière. Ah, elle a dit qu'on le voit bien. Tu la vois, toi? Parce qu'il y a juste Linda Moulton-Howe qui fait une liste assez précise des, je pense, 5 types d'extraterrestres, dont 2 qui sont pas vraiment bienveillants pour l'humanité. Une qui serait du type un peu arien. Je pense que la dernière a encore parlé d'extraterrestres en les qualifiant, en disant il y en a des bons, il y en a des non-alignés, puis il y en a qui sont vraiment pas bons pour l'humanité. Mm-hmm. Ben, c'est pas une opinion personnelle. Je pense qu'elle avait tenu ça d'un gouvernement, quelques documents gouvernementaux qui lui avaient été montrés. Mais qu'est-ce que tu en penses? Écoute, c'est toi qui parles de Linda Moulton-Howe. Ouais. C'est toi qui nous as permis d'être en contact avec elle au Ouais. premier congrès ufologique que Ouais, j'avais j'ai fait. envoyé des courriels des fois. Oui, tu as des courriels avec Mais elle. non, j'en reçois pas. Je pense qu'elle en reçoit beaucoup. Je pense Il y que avait eu dans- des bruits là, dans la vallée du Richelieu ici. Des gros. C'était l'année passée ou en 2017, il y avait eu des bangs dans le ciel. Puis les gens disaient ça vient du ciel, mais ça venait du ciel, un peu comme il y a beaucoup aux États-Unis en ce moment. Puis je l'avais envoyé. J'avais envoyé la description, puis la traduction d'un article. Mais elle m'a pas répondu nécessairement. Mais elle en avait parlé après dans son truc quotidien, mais hebdomadaire, pardon. Là, on sent la présence de l'être qui est ici. Earth Files, oui. Bon, alors le Earth Files, lampion ouais. est allumé, puis la chaise est là. Elle est habitée, je dirais ça comme ça. Il y a donc une présence. Et comment vous vous sentez? J'ai froid. Il fait froid dans le sol à Richard Glenn. Ben là, oui, on a le petit feu juste à côté de toi, là, mais il chauffe pas gros, là, comme on peut Ça a dire. l'air d'être froid à Québec aussi, soit du temps passant. Mhm. Bon. J'ai Alors, hâte qu'on arrête de parler encore de... Je suis d'accord avec Jean, c'est pas ces dates, c'est fait ce temps-là, d'essayer de convaincre le monde qu'il y a des bébelles qui arrivent. On commence à peine à se poser la question à propos du but de leur visite, du but de leur interaction. On commence à peine à se poser la question. Moi, je préfère penser un peu comme les Aztèques dans le temps, quand on commençait à voir arriver des voiles blanches sur l'océan, quand ils étaient debout sur la plage, puis qu'il y en a un qui les avait vus, puis que l'autre, ils les avaient pas vus, puis qu'ils perdent leur temps à dire « Hey, oui, puis c'est blanc, puis c'est carré, puis ça flotte sur l'eau, puis ils sont débarqués pendant ce temps-là, fait qu'ils apparaissent à certaines personnes. Sont-ils fins, sont-ils pas fins? Ça ressemble beaucoup à... C'était le début de leur fin à eux. Ben, ça ressemble... Je veux pas arriver à cette conclusion-là, mais, en tout cas, je vais parler pour moi personnellement, si vous me permettez. Les extraterrestres, les entités qui viennent d'ailleurs, pour quelles raisons ils viennent ici? Puis je les considère un peu comme des humains. Pas au même niveau d'évolution technologique, pas au même niveau d'évolution spirituelle. Il y a plusieurs sortes de ça, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? C'est quoi leur intérêt? Je les considère comme des étrangers. Un Chinois qui vient de Chine, pour moi, c'est un étranger. J'ai la même réaction que si, à côté, un extraterrestre. Il vient d'ailleurs, je le connais pas. Multiplié par 10. Je ne sais pas, là, mais j'y pose les questions. Bonjour, t'es qui? Tu fais quoi? C'est quoi que tu veux? Etc., etc. Tu crées un lien, parce que quand on connaît quelqu'un, on n'a plus peur. Fait que t'essayes de connaître. Je pense plus qu'on est rendu à cette étape-là que de dire, hey, as-tu été enlevé, puis quelle forme ta soucoupe volante, puis c'est à quelle heure, puis tu le quittes. Personnellement, moi, ça m'intéresse. C'est une tentative d'essayer de prouver à nos voisins, à tous ceux qui, tu vois, qui croient pas, qu'il faut qu'ils croient. Quel est Ce ton intérêt besoin-là. à leur faire Ben, croire? c'est ça, moi j'en ai pas. Mais il y en a qui en ont encore. Ben, ça, c'est le Puis la problème. divulgation, puis tout le monde Mais qui dit, mais j'essaie- il faut qu'il y ait une divulgation. Là. Non, Aux mais la États-Unis, divulgation, c'est c'est le pas truc, là. ni ton problème ni le mien, Non, qu'il mais- se divulgue. Mais moi, j'ai pas d'intérêt à Non, essayer mais de là, on dit que convaincre c'est les du gouvernements qui vont le faire parce qu'ils sont dans le secret. monde, qui s'arrangent avec leur trouble, mais c'est personnel, nos affaires. Là. je reviens au protocole.
On est dans une table ronde. Si Jean, tu veux intervenir, lève le petit doigt, quelque chose, parce que je peux pas savoir, je t'écoute, je te vois écouter attentivement le propos. Le petit doigt. Mais si tu as un commentaire à faire, fais un geste de main ou lève ta main en voulant dire je veux intervenir. Non, il a dit le petit doigt. Ben là, Le petit doigt croche. Ouais, le ça peut petit me doigt faire. raide, le petit doigt Le petit doigt raide. Oui, comme dans les envahisseurs. D'ailleurs, la belle soucoupe volante qui est là, c'est la soucoupe volante de Jean. C'est Jean qui me l'a... C'est Jean qui l'a amené. Puis il y a les petits personnages à l'intérieur, je crois. Hein? Oui, exactement. Il faut faire attention. Attention. Alors, Jean veut parler. Je veux Jean veut parler. Vas-y, Jean. Je veux insister sur ce que Marc a dit. Là, il bâtit sur ce que j'avais dit précédemment. Là. C'est vraiment... Et aussi Jean-François, tu sais, Jean-François, il dit, ben nous, on le sait, là, on passe à d'autres choses. Puis Marc, il dit, ben là, comment ça nous change? Comment on interagit dans ce cadre-là? Et puis on se reconnaît. Nous sommes des millions qui avons été touchés par ce phénomène. Il y en a qui ont été touchés dans le physique, il y en a qui ont été touchés dans le cadre d'une connexion, soit à travers du sommeil ou autre. Il y en a d'autres qu'on dit qui ont des problèmes psychiatriques, psychologiques. Il y a tout un éventail de gens qui sont touchés par ce phénomène-là. Il y en a que c'est à travers des membres de leur famille qui ont eu une expérience et qui ne l'ont pas, eux ne l'ont pas eu personnellement, mais qui ont accompagné quelqu'un toute une vie. Alors, il y a toutes sortes de façons dont on peut être touché. Alors, comment maintenant on vit avec ça? C'est un petit peu sur le terrain que Marc nous amène, là. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on sait qu'il y a un phénomène. On n'a pas besoin de se le faire dire. On n'a pas besoin que ça soit mis au bulletin de nouvelles. Exact. Alors, comment on vit avec ça maintenant? À toi la parole, Marc. Ah ben écoute, moi je dirais pas comment on doit, là. Moi, ma conclusion en date, c'est plus j'approfondis, plus ça devient de la philosophie, beaucoup plus que de la chasse aux observations, puis c'est presque de l'ornithologie spatiale qu'on fait. On cherche, on veut prouver que ce qu'on a vu, on a des preuves à montrer aux autres. On s'en fout de ça. J'ai-tu vu quelque chose? J'ai pas vu quelque chose? Même si on s'en fout, ça fait de quoi? Moi, le souvenir que j'ai moi me donne quoi? Mais il m'incite à faire quoi? Mm-hmm. Il y a ça. Puis ma première réponse, puis c'est pas la seule réponse, ma première réponse, c'est une introspection sérieuse. L'étude des religions, des ésotéristes, on sort des extraterrestres et pourtant on s'aperçoit qu'il y a des points communs. Ça a déjà été vécu, ces affaires-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'humain a réagi? Parce qu'on est des humains, OK? On n'est pas supposé être un contre l'autre, mais malheureusement, tu parlais de Tesla, à un moment donné, tu te fais rabaisser le caca pour toutes sortes de raisons d'intérêt, etc. Mais dans ce cas-là, on arrive à la je vais appeler ça de la philosophie, mais c'est tellement important, c'est pas des affaires, des idées en l'air, c'est pas de la religion, c'est de la réalité. Et ça, c'est le fun, ça, c'est intéressant. Et si ces personnages-là ils viennent pour un but, et puis j'ai bien hâte de jaser avec eux autres, j'ai bien des questions à leur poser, dans ce but-là, dans ce but d'avancer dans cette connaissance des choses les plus essentielles qu'on a, et la conscience. Là, tu parlais de la conscience biologique, mais la conscience at large, elle est importante. Et c'est ça qui va nous faire, je pense, puis je terminerai là-dessus, Richard, ce qui va nous faire avancer dans un monde, j'aime pas le mot galvaudé tel que spirituel, mais je vais l'utiliser, dans un monde spirituel, ça me permet d'avancer avec un peu plus d'assurance et d'intérêt. Richard. Oui, je te redonne le bâton merci de la parole. Le bâton de parole. Par rapport au phénomène extraterrestre qui nous visite, 90% de ces êtres-là sont des êtres qui viennent du futur et de notre futur, de l'humanité terrestre, qui aura dans les années qui viennent et dans les siècles qui viennent évoluer dans un certain niveau, qui leur permettront de pouvoir venir là, voir nous autres, leurs ancêtres, et peut-être essayer par tous des moyens de nous prévenir et de faire des choix, parce qu'on est toujours libre de faire des choix. Et il n'y a pas d'histoire de paradoxe. L'histoire du paradoxe, c'est quand on le regarde après que c'est passé que c'est un paradoxe. Mais quand tu le vis, tu le crées.
Et tu crées non pas ton paradoxe, mais tu crées ta réalité. Et ta réalité est toujours relative à ton niveau de concentration par ta conscience, de ce qu'est ce qu'on appellera le vrai, la vérité. Le reste, c'est artificiel, c'est fictif. Et Bernard Montréal a déjà expliqué qu'il y a 4 niveaux d'êtres extraterrestres. Hein? Et entre autres, il y a les fictifs. Ah, les gens ne comprennent pas encore ce que ça veut dire, les fictifs. Ton futur est fictif. Sauf que dans ton futur, il y en a un qui va être la réalité. Mais ces êtres-là qui sont dans le fictif sont capables de venir te prévenir de choisir la réalité que tu vas créer à partir de leur influence qu'ils peuvent avoir, non pas avec quelqu'un qui est pris dans la matière, dans le présent. Les gens qui vivent dans le présent, ils sont les 2 pieds dans le ciment. Il n'y a pas grand-chose qui peut changer par rapport aux secondes qui passent, aux minutes, aux heures, puis aux années. Et les autres, qui sont des farfelus, on dirait qu'ils n'ont pas les 2 pieds sur terre. Ben non, ils n'ont pas les 2 pieds sur terre. Et bien heureusement que c'est ceux-là qui sont capables de voir au loin, comme quand tu es dans la vigie d'un bateau à voile. Tu sais, le petit baril qui est en haut du mât, là. Ben, lui, là, qui est en haut, là, il dit « Terre, 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 à l'autre bout là-bas ». Les autres en bas, ils ne le voient pas encore. Où ça, où ça? Lui, en haut, là, il a vu poindre à l'horizon, là, une île ou quelque chose. Là, il y a quelque chose. Les contactés sont décrochés de la réalité quotidienne, sont décrochés de la réalité temporelle. Les vrais contactés sont en mode d'échange avec ces êtres-là. Et quand des gens voient des êtres mauvais, négatifs, peut-être qu'il y aurait besoin d'être en psychanalyse pour, comment est-ce qu'on appelle ça, là, exorciser leurs démons. Ça peut provenir de vies antérieures, ça peut provenir, ça c'est ce que j'appelle la métapsychologie, comme il y a la métaphysique, il y a la métapsychologie. Qu'est-ce que la métapsychologie? C'est tout ce qui enrobe la psyché. Et la psyché, c'est l'âme. Et l'âme, c'est la relation entre l'esprit pur et la matière totalement matérielle. Et entre les deux, il y a une zone qu'on va appeler l'âme, et c'est là qu'est la psyché, et c'est dans cet univers-là que se vit notre destinée. Notre destin, c'est le karma, prévu, plan de vie, etc. Notre destinée, c'est ce qui vient du futur. Mais pour ça, il faut le savoir qu'il existe un futur. Savez-vous qu'il existe un futur? Et à ce niveau-là, j'entends des gens qui me parlent d'ésotérisme, qui me parlent de vision du futur, et je les classe rapidement. Les optimistes, les pessimistes. Les pouces en l'air, les pouces en bas. Tu as remarqué sur Internet, tu as le droit de faire un pouce en l'air, t'aimes. Un pouce en bas, t'aimes pas. Là, on va se demander, mais pourquoi ils mettent un pouce en bas? S'ils n'aiment pas ça, qu'ils aillent voir ailleurs. Il y a d'autres choses à regarder sur Internet. C'est étrange, cette vision dualiste. C'est tout ou rien. Bon, alors ces êtres-là nous font confiance. Puis s'ils viennent, c'est parce qu'ils ont confiance à nous. Alors ils espèrent que dans cette masse, dans cet océan d'êtres humains, il y aura par vibration, par effet vibratoire, une transmission d'une énergie qui va dépolariser les choses. Et même le dernier Star Wars essayait de nous faire comprendre que c'est pas dans la force blanche ou dans le dark side of the force, le côté sombre de la force. Il faut peut-être commencer à penser à mélanger les deux, et c'est ça que les extraterrestres sont en train de travailler sur notre humanité. Moi, je pense qu'autant que l'ufologue n'a pas tout à fait sa place aujourd'hui, mais c'est une bonne base pour se rendre compte que oui, il y a des vrais cas. Bon, comme la religion, les prêtres ont pu tout à fait leur place pour nous faire évoluer spirituellement. Ah oui, il y avait des bonnes raisons, des rituels, etc. Ça nous impressionnait. Les extraterrestres qui nous impressionnent sont les moins importants. C'est ceux qui sont plus semblables à nous. Ils sont tellement semblables à nous que qui se ressemblent s'assemblent. Et les mauvais, les méchants, les menaçants rejoignent ceux qui sont angoissés, qui sont peut-être un peu désespérés, peut-être pas confiance en l'humain, etc. Et contrairement à Jean-François, qui est un gars qui est très confiant en l'être humain, qui est un architecte des relations, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup depuis son départ, il y a 4-5 ans que tu n'es pas venu. Mm-hmm. Et depuis ce temps-là, tu as cheminé énormément. Et donne-nous un petit aperçu de ce que tu fais présentement, parce que le travail dans lequel tu es impliqué, moi, je trouve ça très intéressant. Ah, je fais ça depuis 10 ans. Là. Moi, je suis consultant j'étais consultant, maintenant je travaille pour une grande organisation. Je suis l'équivalent en informatique d'un architecte dans le monde de la construction.
C'est-à-dire que je vais m'assurer que l'humain est content. Si, par exemple, tu demandais de faire construire une maison à un entrepreneur, puis tu disais, je veux 4 fenêtres puis 2 portes, il va dire, c'est beau champion, je m'en vais te construire ça. Puis 2 mois plus tard, tu te retrouves avec une maison avec 2 portes puis 4 fenêtres, mais elle ressemble à rien de ce que tu veux. Alors que si tu fais affaire avec un architecte, une boîte de Kleenex, ça va correspondre à ce que tu lui as demandé, mais pas vraiment. Fait que si tu vas voir un architecte, ben, il va faire des petits dessins, puis il va s'assurer que c'est beau, puis il va s'assurer que tu aimes ça, puis il va faire des petits plans 3D, tu vas pouvoir te promener dedans. Après ça, il va le donner à l'entrepreneur, puis même qu'il va pouvoir s'assurer avec 2 entrepreneurs que le prix est bon, puis il va te le faire, puis tu vas être content de ta maison. Fait que moi, je suis l'architecte. L'architecte, mais dans le monde de l'informatique ou dans le monde de tout ce dès que une machine doit parler à un humain, c'est là où est mon rôle. OK, donc tu fais une relation humaine pour aller chercher les intérêts, les valeurs de l'humain qui va être pris avec de l'informatique. Ouais. Puis l'informatique, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de saveur dans ça. C'est ça, c'est ça. C'est qu'on s'assure que, c'est sûr que c'est pas nécessairement directement la machine, là, mais on s'assure que les gens qui ont des enjeux d'affaires, qui veulent travailler avec une machine et les redonner à des humains, on s'assure que les deux se comprennent bien. Mais entre les deux, il y a effectivement une machine. Oui, c'est ça. Ah, ben, c'est bon. Mais pour revenir sur ton point tout à l'heure, tu disais Toi, 90... tu me disais que tu faisais de l'évangélisation. J'ai dit ça à mauvaise personne. Oui, je fais de l'évangélisation dans mon domaine. Samedi matin, tu frappes à la porte. Réveillez-vous. Non, toute la semaine, je frappe à la porte de tous mes collègues. Je leur dis, oubliez pas l'humain. Explique-moi donc comment. Mais c'est ce que je fais. Là où je travaille, je me promène de porte en porte dans les bureaux. Bien, pas littéralement comme ça, mais quand je vais dans une rencontre, puis on me dit, on a besoin de ça, là, ce que tu fais, toi, là, Jean-François. Je fais de l'évangélisation. Alors, depuis 1 an, là, dans cette position-là, je m'assure que tout le monde comprenne bien le rôle. Évidemment, il y a des avantages monétaires à ce que je fais aussi. Parce que s'ils ne le font pas et qu'ils ne comprennent pas ce que l'humain veut avoir, des fois, ils sont obligés de recommencer. Donc, ils sont obligés de doubler leur budget. C'est comme l'autre qui a fait bâtir la maison, puis après ça, le gars qui rentre dedans, il dit j'avais pas. C'est pas comme ça que je la veux. C'est ça. C'est la même chose. S'ils ne savent pas que tu existes, ils vont savoir ce qu'ils ont commandé. Sauf que c'est peut-être pas adapté à leur saveur, à leur aptitude partout. Ouais. Mais je vais reprendre un peu ce que tu disais, parce que j'ai eu mon petit doigt. Que tu disais tout à l'heure, 90% des présences qui nous visitent viennent de notre futur. Sont nos nous futurs. Ils sont nos nous de plusieurs lignes de temps différentes. C'est ce que j'ai fait partie des ancêtres dont on fera partie dans le futur. On fait partie des ancêtres. On est les ancêtres de ces créatures-là. Oui. Ouais. Quand les gens vont découvrir peut-être, parce que si on fait une décision qui est différente... C'est ça qui fait tellement peur aux autorités, parce qu'ils savent qu'eux autres, ils savent. Et dans le film Messiah, justement, le Messie qui parle au président des États-Unis, il dit « C'est dommage, vous ne connaissez pas votre futur. » Mais ils connaissent un futur probable, pas nécessairement le futur. Parce qu'à partir du moment, si le futur est... Tu peux jouer de ton futur. Notre futur, que quand quelqu'un tient un crayon dans les airs et qui dit « Je vais ouvrir ma main, on va faire la 3e guerre mondiale. Ouvre-la, il va tomber. » Tu as vu le film Men in Black? Je pense que c'est le 3e ou 4e. Il y avait un extraterrestre avec un crâne vitré, puis qui était capable de voir, lui, toutes les lignes de temps. Oui. Il dit, si là, maintenant, tu laisses échapper ton crayon, on va être sur la ligne de temps, un tel, qui va nous amener à la fin du monde. Tu l'as pas échappé, on est bien. Parce que là, on vient de passer sur une autre ligne de temps. Est-ce que c'est la même chose dont tu parles là? Si je prends une décision aujourd'hui, l'extraterrestre vient m'influencer du futur, tu parlais de paradoxe. Théoriquement, si j'écoute son conseil, je change ma vie. C'est un paradoxe. J'annule son existence dans un certain sens. Dans le fictif. Donc, sa ligne de temps existe encore, mais plus pour moi. Le 14 mai cette année 2020, 2020, le 14 mai, le pape François réunit le pope qui s'occupe des orthodoxes, le rabbin le plus important chez les juifs, l'imam le plus important chez les musulmans, le 14 mai 2020. Pourquoi il a choisi le 14 mai, le mois de Marie, etc. Il y a vraiment une volonté ferme que toutes les religions, mieux que le concile écuménique avec parce qu'ils ont déjà essayé. C'est ça. Et d'ailleurs, te souviens-tu, le pape du concile, il s'appelait Jean XXIII, le bon pape. T'étais pas là. Non, t'es né en 67. Ouais. Ça s'est arrivé juste un peu. On n'était pas là, Jean. Et il y avait aussi, lui était templier, ce pape-là. Il avait fait des prophéties qu'on appelle les prophéties de Jean XXIII. Et dans ça, il y a un des passages clairs et nets. Un jour, des objets bleus, verts, rouges, jaunes circuleront dans le ciel à toute vitesse. Un homme vient du futur rencontrer les hommes de la terre. Je viens de réaliser
suis pas le premier à parler de ça. Là. Je suis pas le premier dans rien. Là. Je suis juste le porte-parole de quelque chose qui arrive à terme bientôt et les gens vont le réaliser de plus en plus. Tu me parlais de quelque chose d'étonnant qui s'en venait pour 2020. J'écoute, peut-être que Jean, tu l'écoutes aussi, le Dark Journalist, qui est Dark Journalist? Dark Journalist, c'est son surnom, je pense que c'est Daniel Litz, son vrai nom. Puis, lui, il dit que Nixon aurait caché une capsule temporelle dans la Maison-Blanche. Puis il y avait un agent secret ou un ex-agent secret qui était son confident, qui lui aurait dit ça. Une capsule temporelle, comme des fois on met, comme les Américains ont plus la tendance à le faire, là, mais tu prends un tuyau, puis là tu mets des dessins d'enfants dedans, tu vas la cacher dans le béton, puis on va l'ouvrir là dans 25 ans. On met ça dans ça, puis là, ben, on sort ça, il y a des microfilms dedans, puis c'est ça, ou des dessins d'enfants ou autre. Apparemment, Nixon aurait fait ça avec un message qu'il aurait laissé dans la Maison-Blanche, trouvable quand il ne sait pas, puis le gars qui le racontait, il se disait, c'est peut-être moi le message, parce que je suis en train de vous le dire. Que quelque chose en 2020 va aller très très mal, puis Dark Journalist appelait ça quasiment l'Armageddon. Les choses vont se déglinguer de façon, mais il ne pouvait pas dire quoi, c'était environnemental, économique ou autre, que 2020 allait être une année fatidique. Puis je me disais en écoutant ça, parce que lui il ne te connaît pas, que toi tu parles de 2023. Si tu parles de 2023 comme étant un point de solution, un truc culminant, mais il a dû se passer des choses avant. Oui, c'est ça. Surrender, mais aussi meeting. Il faut avoir été acculé au pied du mur. C'est ce que je me dis. C'est que de 2020 à 2023, il doit se passer quelque chose d'assez grave pour que si quelque chose arrive en 2023, une rencontre ou autre, il faut qu'on ait été acculé au pied du mur, de se dire, ben là, on s'unit, on accepte cette nouvelle présence-là, ou c'était un peu ça la discussion que je voulais entamer ce soir avec Jean. C'était, on arrive à 3 ans avant ce que toi t'annonces. On est sur une planète de continent qui brûle en Australie. Bon, j'exagère un peu. Tu sais que la plupart des feux ont été faits de main d'homme. Hein? Théorie, mais oui, peut-être. Non, ils ont été vus. Ils ont été vus en Californie. Ils ont été vus sur les îles grecques, où on mettait le feu à des îles où il y avait des plantations d'olives en grande, grande quantité. Les abeilles qui disparaissent, c'est volontaire. C'est l'être humain qui intervient parce qu'on veut faire le commerce des abeilles. Ça n'améliore pas la situation. Et donc, qui fait ça et quels intérêts ont-ils à faire ça? Ceux qui sont à la solde de Darth Vader. Exactement. Mais donc, la planète ne s'améliore pas. Parce que quand j'écoutais hier, comme je te le disais plus tôt, la vidéo avec Jimmy Gueux, qui en 92 disait « La planète va mieux ». C'est la perestroïka. On a abattu le mur. On a plein de... Ça avait l'air très beau en 92-93. Des choses avaient l'air de s'enligner vers le mieux. On construit des murs. À l'horizon, là. Ouais, non, on a construit des murs. En Israël, il y a des murs. On est en train d'en construire un au sud de la frontière aux États-Unis. Pour le bien ou pour le mal, c'est pas quelque chose que j'ai l'impression où on est en train de s'unir. Là. On s'en va vers quelque chose de plus polarisé, plus polarisant. Des présidents, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, des présidents qui sont plus polarisant où les gens l'aiment ou l'haïssent. Au Brésil, en Europe, en Hongrie, on a des présidents qui sont un peu plus à droite. Je ne vais peut-être pas me lancer dans la droite et la gauche, mais des gens plus polarisants, littéralement. Ça a failli passer comme ça en France avec Mme Le Pen aussi. Est-ce qu'on s'en va vers du mieux? J'ai pas l'impression qu'on s'en va vers du mieux. L'environnement, les abeilles, les feux en Russie l'été passé aussi, c'était cataclysmique. En tant que Québec, il n'a pas encore goûté, mais ça s'en vient. C'est possible. L'Ouest du Canada, il a goûté. L'épidémie mondiale. L'épidémie mondiale, bon, je pense qu'on nous fait peur un petit peu au-delà de ce que c'est réellement, peut-être. Les bateaux complètement mis en quarantaine. Peut-être, ils ont mais trouvé c'est des actions humaines, ça. C'est pas le virus lui-même. Mais quoi qu'il en soit... Non, mais c'est parce que le bateau, il y a des gens qui ont, soi-disant, attrapé le coronavirus. Oui, c'est vrai, j'ai entendu ça. Le bateau complet est en quarantaine. Parce qu'il y a 2 personnes qui sont tombées malades, 65 ans et plus, puis il y avait peut-être des problèmes immunitaires en partant. Mais même à ça... Même à ça, entre la peur ou la peur causée, les médias qui gonflent les trucs et les vrais trucs qui se passent comme des incendies, dégradation de l'environnement, modification du taux d'acidité des océans, tout ça te fait dire qu'on arrive aussi, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Marc, dans un temps où on se dit que ça va être de la survivance. On est à un niveau d'habitants sur la planète qui est loin au-delà de ce que la planète peut supporter et consomme. Des Chinois et des Indiens qui embarquent dans l'équation de « moi aussi je veux mon char ». Deux choses. Oui. Loin de la quantité de monde trop nombreuse. Trop nombreuse pour leur consommation. Oui. On pourrait peut-être réduire la consommation. On pourrait peut-être la réduire puis vivre à 12 milliards. On va avoir un changement majeur où on va produire non pas de l'obsolescence programmée. Une ampoule d'Edison qui a été faite à l'époque d'Edison est encore allumée. J'en ai une dans mon sous-sol. Tu en as une dans ton sous-sol? Oui, j'en connais. Peut-être pas de 1901, mais
C'est une ampoule qui est là Alors, depuis que je suis là. C'est clair que l'obsolescence programmée, c'est la fin du monde programmé. C'est clair. Mais, Bon, mais alors il faut changer quand est-ce ces qu'on va, règles-là. mais quand est-ce qu'on va les changer? On est loin, on les voit. Là. Les choses ont, OK. ont même rebasculé Bon, ben, vers l'annonceur. extraterrestre que je connais est là pour nous aider à le changer. Ils sont venus à Copenhague, une dernière, Ouais, puis ils ont dit, on avait parlé de ça. les autorités ne comprennent pas, on va se servir du petit peuple, et vous allez voir, ça va changer. Ah, La Greta est arrivée, mais la Greta, c'est pas la... comment ça s'appelait, Smith, là, Samantha Smith, te souviens-tu? Mhm. Hein, Samantha Ah ouais. Smith. C'était complètement un autre modèle de petite Ah ouais. fille qui est morte avec son père dans un accident crash dans l'avion. Mhm. Alors, ouais, Mais le petit peuple, il bouge-tu? Est-ce qu'il bouge au-delà des petits cercles que Jean décrivait tout à l'heure de contacter? Non. réflexion. Le petit peuple, dans les pays, par la peur, par comme ici au Québec, c'est principalement les banlieues, puis les gens qui ont des autos, puis les gens qui ont des mentalités d'élire un premier ministre qui est pro-entreprise, Là, je vais faire... avec des mentalités qui ne sont pas d'aller vers d'une Ah, il y a consommation plein de plus monde qui durable. vont m'haïr. Mais là, je vais dire que là, on va faire la pause Oui, pour maintenant continuer, tout de suite après, dans le Club Créé. d'accord. Mesdames et messieurs, Maintenant que ça devient croustillant. ça se termine assez brutalement. On est là pour faire une émission régulièrement toutes les semaines qui intéresse des gens. Et on le sait qu'il n'y a rien de gratuit dans ce bas monde. Et grâce aux abonnés du Club Créé, qui sont peu nombreux, vous le voyez quand on regarde les cotes d'écoute, là, vous le voyez, ça nous permet de payer les frais, etc. et fonctionner. S'il n'y avait pas ça, on ne pourrait pas continuer. Je ne suis pas chez Patreon, je suis juste à dire on fait un échange de services et donnant-donnant. On a eu une belle rencontre qui n'est pas finie. On est sur l'air d'aller qui se continue immédiatement dans le Club Créé du mois de février. Et notre ami Marc Lapelle voulait intervenir. Jean a des choses à dire et à montrer aussi. Et d'ailleurs, dans le Club Créé, je vous le dis tout de suite, on peut montrer des affaires qu'on ne peut pas montrer dans les vidéos Randia. C'est pour des raisons de politique chez YouTube. Quand c'est réservé à un petit groupe, on peut montrer des choses parce que c'est pas sur la place publique. Ça demeure réservé. Alors, on va continuer dans quelques instants. On va se dire les vraies affaires. Eh oui. Alors, pour ce vidéo Randia numéro 6, c'était une belle rencontre table ronde. Hein? Et je pense qu'il y a des choses qui vont être encore expliquées. C'est pas terminé. À bientôt. Ne quittez pas tout de suite. À la toute fin du générique, il y a des extraits de ce qu'on retrouvera dans le Club Créé. Nous venons de voir et d'entendre le vidéo Randia de la semaine du samedi 8 février 2020. Le vidéo Randia numéro 6. C'était directement du studio à Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn. Nos invités, Marc Lapelle, Jean Deflore et Jean-François Poulain. Et oui, il y a une suite dans le Club Créé aux abonnés du mois de février 2020, la salle du Club Créé 02. Ne manquez pas de lire le complément de notre ami Gilles Surprenant et la version MP3 fournie justement par Jean-François Poulain toutes les semaines. À la supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald. À la régie et la mise en onde, Spirale. Au Québec, bien sûr. Mais comme on l'a vu dans le passé, le climat a toujours changé sur la planète Terre. Toujours, toujours, toujours. Nous, on a des vies de moins de 100 ans, donc c'est sûr que notre schème de référence est beaucoup plus court. Arrête là. Mais c'est important. Non, on se ben, dit les vraies choses. Oui, mais ça fait juste choquer les gens. Ça fait juste OK, je comprends. choquer J'aime les ça gens. que tu sois le tempé. Mais c'est ça que je veux dire. Le temps. C'est que Oui, mais c'est pas là. combien de temps on va niaiser avec ça? qu'on Non, ne non, pense pas? arrête là. Les solutions doivent arriver, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Qui Il y a s'occupe des solutions? Personne. Ils ont toute peur de toucher à ça puis d'aborder ça, de parler le de jour ça. où les gens vont arrêter d'avoir peur. Ce qu'on disait au début, Bravo. ces gens-là, conscients, risquent pas d'être au nombre de 9 milliards. On risque d'en trouver une poignée. Là. Ça en prenait 50 pour sauver Sodome et Gomorrhe. Ça en prendrait 50 000 pour sauver la planète Terre. Et ils sont là. Et plus. Et plus. Partager les vraies crises, des crises inventées par les médias, et voir comment nous, on se gouverne en conséquence. Alors, s'il n'y a pas de solution, je ne vois pas où on s'en va avec cette conversation-là. La descente de l'esprit.
Bon, à ce Ça, c'est moment-là, pas- les gens vont être conscients, Ça ils va vont arriver être d'une un shot. peu plus intelligents. Du jour au lendemain, affronter n'importe qui, avoir la Bon, parole ben, juste, parfait. l'action juste, la pensée juste, le regard juste, et toute cette clique de juste amène une société juste. Mais ça C'est dans le Club Créé du mois de février 2020, la salle du Club Créé 02. Et oui, c'est le moyen d'encourager la continuité de ces rencontres qu'on a tous les samedis soirs au Vidéorandia gratuit pour tout le monde. Merci de votre attention et aussi un grand merci pour tous ceux qui m'ont fait parvenir des souhaits de bon anniversaire le 6 février ou autour du 6 février. À bientôt. Bonne semaine.